Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 25 juin 2021. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Ce matin, en compagnie du docteur Fethi Benachnou, nous allons parler des morsures et piqûres durant l'été. Donc l'été, ces grands moments de chaleur. Effectivement, nous avons la visite d'insectes, de moustiques et effectivement, beaucoup de morsures, beaucoup de piqûres surviennent durant cette période. Aussi, depuis hier, le 24 et jusqu'au 28, le salon de l'huile d'olive se tient justement en collaboration avec le Palais de la Culture. Retour sur cet événement. Et à partir d'aujourd'hui, au niveau de l'office de Riyad al-Fath, c'est une première. Donc c'est la première édition de l'été du FIBDA, donc l'été du Festival international de la bande dessinée. Nous allons parler donc de cet événement, le meilleur ami de l'homme, à savoir le chien. Donc l'accompagne déjà, il lui est fidèle, il l'accompagne, il joue avec lui, mais surtout aussi, il l'accompagne pour la protection de l'environnement et surtout garder les villes propres. Dans ce sens, un club scientifique, donc culturel et sportif, a organisé un concours. Il s'agit de EcoDog, donc c'est un concours là où le meilleur ami de l'homme, donc le chien, l'accompagne pour ramasser les ordures et surtout nettoyer les villes. Vous allez voir, c'est un événement très intéressant. Nous terminerons l'émission en musique puisque nous allons recevoir cette matinée un compositeur, un chanteur, compositeur, musicien. Voilà donc pour le menu de ce matin. Nous vous rappelons que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture et avant cela, comme à l'accoutumée, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alhamdulillah. Mina, nous avons été bien arrosés ce matin par la pluie. Oui. Durant toute la nuit déjà. Est-ce que ça va continuer? Ce matin, ça va continuer, ça va pas continuer? Un petit peu. Un petit peu. Mais il fait bon quand même, hein. Il faut dire qu'il fait bon. Oui, ça va. C'est pas très humide, c'est vrai. C'est pas très humide, c'est pas très lourd. Voilà. Il y a du vent, il y a un petit peu de vent. Il y a du vent, il y a un peu de soleil aussi. Exactement. Voilà, c'est pas parce que la semaine, elle a été vraiment très humide. Très humide, très chaude aussi. Il a fait très très chaud. Un temps plutôt lourd. Oui. Voilà. Oui. Et là, aujourd'hui, c'est pas désagréable, on va dire. Ça va être agréable. Ça va être plutôt agréable. Pluvieux, ça va continuer. Pluvieux, nuageux, mais pas très très lourd. Voilà. Voilà, donc on pourra aller se promener ou c'est pas la peine? Oui. Voilà. Oui, si vous aimez ce temps-là, allez-y. Aujourd'hui, ce sera la politique des escargots. C'est bon les escargots. Écoute, les escargots, ça sort quand il pleut. Exactement. Quand il pleut. Et c'est très beau avec de l'ail. Ouais. C'est vrai, c'est excellent avec de l'ail. C'est vrai. Vous aimez? J'adore. C'est vrai? Oui. Moi aussi. Oui. Voilà. C'est vrai que les escargots, c'est pas tout le monde qui aime, mais c'est pas tout le monde qui aime. Quand c'est bien préparé, bien assaisonné, exactement, c'est excellent. Exactement. On va faire la cueillette après. Au mois d'octobre. Oui. Les escargots, généralement, c'est l'automne, le mois d'octobre. Vu qu'il n'y a plus de saison. Ouais. Oui, vu qu'il n'y a plus de saison, effectivement, donc on risquera d'en trouver dans les jardins. Tu nous en prépareras, Mina, avec de l'ail. Bah écoutez, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec plaisir. Je ne garantis pas le goût. Si, s'il y a de l'ail, c'est sûr que ça va être très bien. Tant mieux. Si vous aimez l'ail, Mina. Avec plaisir. Allez, on y va. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Excellent réveil. Un petit peu de brume ce matin sur les régions côtières et puis un ciel plutôt voilé tout au long de la journée. Parfois nuageux sur les régions côtières. Nuageux en revanche sur les régions intérieures, notamment celles de l'ouest et du centre avec le retour des pluies, des orages vers les côtes est ainsi que sur les Aurès. Et puis sur la partie sud, on entraîne un ciel dégagé. Sur le Nord Sahara, la Saoura, le sud-ouest voilé,
vers l'extrême sud, le Sahara central, le Gard et le Tassili. On notera également des fréquences sous la de sable. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 30 degrés du côté d'Alger, 27 degrés à Annaba, 32 degrés à Tizi Ouzou, Constantine. On notera 44 degrés à Ilizi, 38 à Janet, 44 pour l'extrême sud et enfin la maximale atteindra les 48 degrés, notamment à Adrar et Ain Salah. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer agitée à l'ouest du pays, peu agitée sur le centre et l'est avec des vents entre 30 et 50 km/h. Vers l'ouest du pays, entre 30 et 40 km/h sur le centre. Et enfin, entre 10 et 20 km/h vers la partie est. On passe tout de suite au continent africain. Pour aujourd'hui, un ciel plutôt dégagé à partiellement voilé à N'Djamena, Niamey, Khartoum ou encore Caire, Tripoli. Un ciel assez couvert à Tunis. Et puis côté Mercure, on notera 36 degrés à Tunis, 34 à Tripoli, 42 degrés à Khartoum, 39 à N'Djamena et enfin 38 degrés à Niamey. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Franchement, Mina nous annonce les 30 degrés, elle nous dit que c'est agréable. Moi, je comprends pas les 30 degrés en Méditerranée, comment ça peut être agréable. Non, ça va l'être, vous allez voir. Soyez convaincus. D'accord, Mina. De toute façon, tu es la spécialiste maison de météo. Soyez convaincus. Je le serai, du moment que c'est toi qui le dis, mais j'ai pas le choix. T'as pas le choix. Alors, nuages, pluie, 30 degrés, mais ça va comme être Bah agréable. oui, écoutez, si on aime ce genre de temps, oui, c'est agréable, ça dépend. Il y a une chose qui me met, qui me réconforte, on va dire, c'est qu'on va se voir demain. Oui. D'accord. Et demain, on parlera si ça va être agréable aujourd'hui ou pas. On verra. On reviendra demain sur ça. On va revenir sur la journée. Très bien. Bah, merci Mina. Merci. Agréable journée avec Également. cet agréable temps avec 30 degrés à l'ombre. 30 degrés à l'ombre Oui. en plus, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 30 degrés à l'ombre, pluvieux, brumeux et puis voilà, agréable journée. On te Il y a retrouve des gens tout à qui l'heure. aiment ça. Hein, Oui, il y a des gens qui aiment ça, des gens effectivement. qui aiment ça. Oui, bien sûr. C'est peut-être pas agréable pour toi d'autres, mais c'est peut-être agréable pour d'autres. Hein. Je voudrais bien rencontrer d'autres personnes qui trouveraient que c'est agréable à 30 Je vais la degrés. chercher. Et j'imagine que ça va être humide, 30 degrés. Bon. Non, mais On je voulais verra. te remonter un petit peu le moral. Oui, c'est déjà fait. Voilà. Oui, c'est fait. C'est fait. C'est fait, bien sûr. Tant mieux. Tu es la spécialiste maison. Si tu dis que Voilà. c'est C'est ça va agréable, être c'est que c'est agréable, ben, agréable. ça sera Bien agréable. sûr. D'accord, on se verra demain pour revenir sur la Croyez-moi. journée d'aujourd'hui. Sur parole. Sur parole et avec les cartes météorologie. Météo. Mina, merci. On te retrouve tout à l'heure. Donc après journal télévisé du midi, celui de 19h. Avec un temps agréable, avec plaisir. Avec un temps agréable. Et demain, pour Bonjour d'Algérie, déjà pour faire le point sur aujourd'hui. Sur aujourd'hui. Et puis on verra le point pour demain. Merci beaucoup, Mina. Allez, Merci, bonne, Nol. agréable journée. Merci. Surtout. Et on continue. Pause musicale comme à l'accoutumée. Ce sera un nouveau clip que nous vous proposons de Shafiq Bao, lui qui nous interprète 1 Million. Et on se retrouve juste après. ما تسألوني عليها تفكروني بيها فرصة قلبي ينسيها قلت فيها وقلت عليها أنا بصيت بيها ما تسألوني عليها تفكروني بيها فرصة قلبي ينسيها قلت فيها وقلت عليها أنا بصيت بيها شوفي ليك غيري أوه امشي في حالك سيري أوه شوفي ليك غيري أوه امشي في حالك سيري أوه عشقك انتي مع البروغرامي كونكتي جود لاشوني عندك 1 مليون دابوني
نسيت لي عديت ومعيها ما لقيتو ما لقيني هواها غبنتني قلبها خلاها سيدة في عماها ربي بعد بلاها نسيت لي عديت ومعيها ما لقيتو ما لقيني هواها غبنتني قلبها خلاها عندك 1 مليون d'abonnés شوفي يباهو غيري غيري مشي Et de retour sur le plateau, c'était donc le nouveau clip de Chafik Bao qui nous a interprété 1 Million. Et de retour, donc docteur Benachno, docteur Fathi Benachno est parmi nous ce matin. Bonjour docteur. Bonjour, صباح الخير. Vendredi, il passe vite. Hein, il passe vite, hein, il vient vite, il part vite et la rubrique passe très vite. Et... Quelle est la signification de tout ça? Philosophique, il faut réfléchir. Il y a plein d'explications philosophiques. Généralement, on dit lorsque le moment passe très vite, ça veut dire que c'est un moment agréable. Ce sont les moments les plus agréables qui passent le plus vite. C'est l'une des explications. Il y a des explications plus pessimistes. On n'en parle pas. Oui, mais bon, à Bonjour d'Algérie, à Canal Algérie, on est toujours positif. On reste toujours positif. Non, mais parler de la vie, des aléas de la vie, pas des transformations, des multiples facettes de la vie, c'est pas être pessimiste. C'est la vie. C'est la vie. La preuve, il faut parler de la vie, il ne faut pas avoir peur de la vie, il ne faut pas avoir l'air des épisodes de la vie et ne pas se projeter. Ah, c'est déprimant, ah, c'est joyeux. Non, c'est la vie. Voilà. Même quand on est piqué par des moustiques, par des abeilles, par des guêpes, il faut être positif. Non, dans ce sens. Là, c'est important, super, la liaison. Là, ce qu'il faut, c'est que la vie, il faut s'occuper de sa vie. Il faut prendre soin de sa vie dans le sens où ce qui est essentiel, fondamental dans la vie, c'est la santé. Effectivement. Parce que quand on n'est pas en bonne santé, là, on ne participe pas à la vie, on ne participe pas à la vie de la communauté, on se sent exclu. C'est ça la maladie. Et ce qui est important, actuellement, en 2021, et dans les pays les plus développés, on ne s'occupe plus de la maladie. Attention, je ne dis pas qu'il faut laisser tomber. Non, on est un peu plus intelligent et grâce à la science, on s'occupe de ce qui peut porter atteinte à ma santé. C'est le logiciel, c'est complètement transformé. Donc là, on parle plus de prévention. Et de prendre soin de sa vie, de sa santé. Effectivement. Et parmi les éléments qu'on croyait inoffensifs, entre guillemets, qu'on croyait c'est rien du tout, c'est pas grave, je crois qu'elles ont pris de l'importance lorsque vous réfléchissez en forme de prévention. Quand vous me parlez, par exemple, de piqûres, je laisserai la grosse tarte à la fin, les moustiques. Quand vous me parlez, par exemple, d'une piqûre d'abeille ou une piqûre de guêpe, vous savez qu'elle peut vous entraîner immédiatement à la mort, au décès. Comment? Maintenant, on sait que le lieu où l'abeille va vous piquer, l'abeille ou la guêpe, est très importante. Par exemple, si l'abeille vous pique au niveau de le larynx, le pharynx, le cou, le visage, là, quand on a une allergie, ça entraîne une allergie. Et une allergie, c'est quoi? Dans votre corps, l'abeille va faire pénétrer une matière, des protéines, que votre corps va refuser, que votre corps va combattre et sous forme d'inflammation, de prurite et tout. Mais beaucoup plus grave lorsque ça se passe au niveau du cou et de la tête. Là, à ce moment-là, vous allez avoir un œdème et par effet mécanique, je dis bien mécanique, il y a un œdème de la trachée. Ça va. Et comme elle doit être ouverte pour laisser l'air passer,
elle va se refermer et vous allez mourir asphyxié. Donc là, vous voyez qu'il faut tenir compte de ces éléments. Une abeille, une guêpe, c'est rien du tout, mais attention, c'est important. Je ne sais pas si cette année, il y a les colonies de vacances, mais actuellement, quand on va en colonie de vacances, surtout les enfants, ils vont dans la nature, ils risquent d'être piqués par... Et vous savez que maintenant, on exige pour chaque enfant un kit. C'est-à-dire une injection très très simple, très rapide, que l'on doit injecter à l'enfant pour justement éviter ces accidents qui peuvent parfois être... Vous voyez, on parle d'une abeille, regardez comment on peut se comporter. Deuxièmement, on ne peut pas éradiquer les abeilles, et il ne le faut pas. Il le faut pas. Bah, c'est connu. Si l'abeille était appelée à disparaître, c'est la Terre tout entière qui va disparaître. Qui va disparaître, la vie... Et à ce moment-là, qu'est-ce qui risque de faire disparaître les abeilles? Regardez la science, le logiciel, qu'est-ce qui risque de faire? On a détecté, on a individualisé les produits phytosanitaires, le traitement des cultures, dans l'agriculture, tout ça, l'utilisation de certains produits, on a démontré que ça éradiquer les abeilles, et ça c'est très grave. Vous voyez comment quand on parle d'une piqûre d'abeille, regardez ce qui peut entraîner. Et maintenant la médecine, la santé, les médecins s'occupent de ces processus destructeurs. C'est là où je dis que le logiciel a changé. Je ne vais pas attendre que les abeilles disparaissent pour commencer à penser à une facture des médicaments pour éviter que... Non. Mais entre-temps, pour ce qui est des abeilles, docteur, il faut Vous dire... Vous avez compris le processus. Bien entendu. Mais lorsqu'on parle des abeilles, par exemple, donc les moustiques, on va laisser à la fin, mais lorsqu'on parle des abeilles, je dis bien les abeilles. Donc les abeilles, on sait très bien que c'est un élément très important dans l'équilibre écologique, dans le cursus de la vie. Donc on ne peut pas éradiquer les abeilles, on ne peut pas faire disparaître les abeilles, mais on ne peut pas non plus prévenir les piqûres des abeilles. Donc là, la prévention va être très difficile vis-à-vis de cette situation. C'est important. Là, donc finalement, l'intervention va se faire après la piqûre. Toujours. Automatiquement. L'intervention est facile. J'ai dit qu'il faut d'abord préciser le lieu où la piqûre a eu lieu à ce moment-là. Et puis c'est un peu paradoxal parce que y a d'autres thérapies où on utilise l'abeille, on utilise les morsures, plutôt les piqûres d'abeilles pour guérir certaines pathologies. Donc oui, vraiment, je vous l'accorde. Voilà. Vous avez une culture universelle, c'est bon. Mais ce qui est important, c'est que premièrement, il faut être rapide, avoir le lieu où on a été piqué. Deuxièmement, on sait que l'abeille, c'est classique, tout le monde le sait, laisse son dard, c'est-à-dire son truc. Donc, ce qu'il faut, important, c'est tout de suite rechercher ce dard, avoir une pince à épiler, retirer ce dard et rien, mettre un peu d'alcool ou un peu une essence ou quelque chose comme ça, c'est tout simplement, ou bien prendre un glaçon. Donc, c'est pas pour apaiser la douleur. Ça, c'est des... par exemple, si vous, demain, vous voulez être monitrice de colonie de vacances, il faut connaître ces éléments-là. Voilà, les premiers gestes de secours. Les premiers gestes, le recrutement doit maintenant se faire dans toute profession, avoir une base de protection de la santé. Donc, protection de la vie. Un caméraman, une électrocution, quoique maintenant c'est des piles ou des trucs, mais on est en plein endroit. Le lieu où on travaille, ce qu'on appelle la médecine du travail, qui, elle, a changé chez nous. La médecine du travail, c'est pas attendre que quelqu'un soit handicapé, que quelqu'un... Il y a une science très facile, ce qu'on appelle l'ergonomie. Oui, effectivement. Alors là, on va passer à autre chose aussi, docteur, toujours dans la prévention. Là, c'est les vacances, les enfants sortent jouer à l'extérieur. Là, nous avons une image qui montre une morsure de chat. Il y a aussi les griffures qui vont avec. Il n'y a pas que les morsures de chat, il y a aussi les morsures de chien. Oui. Là aussi, c'est vraiment une question à prendre. Très bonne. Ces deux animaux, les chats. Les chats, c'est très important. C'est très important. Ils peuvent être vecteurs, c'est-à-dire transporteurs de maladies. Donc là, ce qui est important, vous devez faire une éducation des enfants parce que les enfants, ils voient un petit chat, ils y vont. Voilà, ça peut transmettre, il y a une maladie assez grave, assez méchante qu'on appelle la maladie des griffes du chat. Ça peut vous donner soit le tétanos, soit beaucoup de maladies virales. Elles peuvent transporter. Le fait, ça c'est inimaginable, c'est de la folie. Embrasser un animal,
On le voit, moi j'ai vu dans des, comment on appelle ça, le Facebook, je sais pas, il met un petit morceau de nourriture et il le donne au chat et le chat le prend, disons, alors là maintenant les gens disent il faut respecter les animaux, mais les animaux c'est des êtres vivants, tout être vivant peut être transporteur de maladies parce qu'il traîne n'importe où, il peut récolter les griffes du chat, les chiens c'est le gros problème actuellement dans toute métropole, dans toute densité où habitent les gens, il y a ce qu'on appelle la grosse, c'est la rage. Et là, à ce moment-là, comment peut-on actuellement, vous savez, il y a des règlements internationaux, comment peut-on se balader avec des chiens, des molosses, des chiens terribles, comme ça, dans la rue, sans muselière, absolument rien du tout, et des morceurs qui peuvent vous arracher le bras. Effectivement. Arracher, ça c'est un handicap physique. Et deuxièmement, les chats errants et les chiens errants peuvent la rage, peuvent se transmettre la rage. La rage, on peut être fier en Algérie, on est à l'aise, parce que le truc de la rage, on le fait en Algérie, à l'Institut Pasteur. Le vaccin et tous ces éléments, c'est l'Institut Pasteur d'Algérie, on le fait, c'est disponible, il n'y a pas de problème. Alors, au cas, docteur, de morsure ou de griffure de chat ou morsure de chien. Premièrement, ne pas s'affoler de l'alcool, de la javel, tout, non. C'est d'abord laver la plaie. Laver la plaie. Avec du savon. Avec du savon et de l'eau, c'est très simple, de l'eau savonneuse, mais ça n'empêche pas d'aller tout de suite au niveau d'un centre médical de base, une polyclinique, un centre de santé. Et je reviens parce que c'est les vacances. Les vacances, ce n'est pas uniquement un centre, comment dirais-je, touristique. Il faut qu'il y ait un truc médical, une antenne médicale pour offrir les premiers soins. Je dois saluer ici les agents de la protection civile qui interviennent rapidement. Mais tout élément peut être... Il peut y avoir aussi les méduses qui peuvent vous donner des histoires. Et il semblerait que le taux de méduses est en augmentation. Et le taux de méduses, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut changer. Le taux de méduses est lié étroitement au niveau de pollution de l'eau. Plus l'eau est polluée, plus les méduses prolifèrent. Donc vous voyez que c'est toute une mode d'action, un logiciel d'action qu'il faut complètement changer. Ça c'est important. Et maintenant, on a le gros problème des moustiques. Actuellement, je vis en Algérie, je parle de l'Algérie, de tous les quartiers d'Algérie, et c'est pas parce que vous allez habiter une villa super luxe que tout le monde est touché. Exactement. Parce que le moustique, il ne voit pas que ça c'est un quartier chic et ça c'est des bidonvilles. Sans oublier, quand je parle bidonville, les rats. Les rats, ça c'est extrêmement dangereux parce que ça transmet une maladie qui est très grave, qu'on appelle la leptospirose, j'en ai déjà parlé, c'est à cause des urines de chat. Ensuite, les morsures de rats. Les morsures de rats, parce qu'ils traînent. Généralement, c'est pas très... Mais les morsures de rats, il faut lutter contre les rats. Et ça n'est pas facile. Pourquoi je dis qu'il faut s'attaquer aux causes et aux facteurs qui peuvent menacer ma vie. Et à l'avance. À l'avance. Pour ce qui est des moustiques, par exemple. Voilà. C'est pas lorsque le moustique est là qu'on va s'attaquer au moustique, parce que de toute façon, c'est trop tard. Alors, les moustiques, il y a une science spéciale, médicale, qui existait en Algérie, je sais pas. C'est ce qu'on appelle l'entomologie. C'est l'étude des moustiques. Comment pour détruire un moustique, c'est pas de ramener à chaque fois, quand le moustique est en train de faire des ravages, ramener une petite camionnette et... Non, il y a des épisodes de la vie du moustique où il peut être détruit, c'est quand il est à l'état d'œuf. C'est les flaques d'eau. Moi, il y a un grave problème chez nous ici, ce qu'on appelle les vides sanitaires. De l'eau qui s'accumule sous les immeubles. Là, c'est un endroit superbe. C'est une nurserie pour les moustiques. Et ce qui est important pour les moustiques, pour le ramener au Covid-19, vous savez qu'il y a des maladies virales transportées par les moustiques. L'élément viral
il cherche toujours un moyen pour se déplacer, de transport. Il se fixe dans, et c'est le gros problème de paludisme, malaria et beaucoup d'autres maladies. Et ça, ce qui est important, si on ne lutte pas contre ces dépôts affreux, atroces, pas pour les yeux, mais ils sont dangereux. Moi, j'ai des dépôts d'ordures à l'air libre, les rats, et surtout ce jus, le jus qui s'écoule des ordures. Donc, même la lutte contre les ordures, contre les moustiques, doit être faite d'une façon scientifique, intelligente, et on a dans notre pays... Et avec le concours de tout le monde, surtout, docteur. Donc, les citoyens aussi ont un rôle primordial à jouer. C'est surtout les citoyens. Il y a une idée. L'État, nous, ce terme d'État, il ne ramasse pas les ordures. Moi, je trouve qu'il faut saluer, sincèrement, avec chapeau bas pour les agents qui nettoient donc les ordures. Mais c'est moi quand je jette les ordures. Et en 2021, les gens ne veulent pas changer de... Et après, ils disent, oh, regardez ces ordures qui... Donc, il faut respecter les horaires, il faut jeter dans la benne, pas à côté. Donc, il y a ce sont des gestes qu'il faut... donc, vous voyez, encore une fois. Ce que j'ai dit au début, c'est pas la piqûre de moustique, la piqûre d'abeille, c'est qu'est-ce qui pourrait mettre en danger ma santé. Et quand je dis santé, c'est pas penser tout de suite aux médicaments, aux factures des médicaments, penser à l'hôpital. Non, je crois qu'il faut remonter en amont et parler comment on fait de la prévention. Encore une fois, la prévention. Voilà, je fais vite, je vois que... Merci beaucoup, docteur. Donc, c'est vrai que c'est un sujet quand même qui est très large, qui est très important. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Il faut passer à l'action. Voilà, effectivement. D'autant plus que nous aurons l'été, donc... Inch'Allah, voilà, merci beaucoup, Dr Fethi Benachnou. Et on va rester quand même dans le monde des animaux, dans le monde animal, mais cette fois-ci, ce sera plutôt sur un côté très positif. C'est vraiment comment profiter de la présence des animaux pour égayer encore plus la vie, puisqu'il y a eu un concours, docteur, qui sera lancé de comment profiter justement des chiens, par exemple, qui nous accompagnent pour assurer la propreté des villes. Et ben voilà. Et on va en parler dans un petit moment en compagnie donc des représentants de l'association, du club scientifique, culturel et sportif. Mais avant cela, le dressage des chiens, qui est une étape très importante lorsqu'on a envie donc d'adopter un chien. C'est Mélie Moussaïd qui s'est intéressée dans ce reportage et on se retrouve juste après. Avoir un compagnon à quatre pattes est une responsabilité permanente. Chien de garde ou chien de compagnie, le dressage est une étape indispensable pour installer une harmonie entre le maître et son chien. Un éducateur canin, il donne de bonnes éducations pour le chien et une bonne formation pour le propriétaire, parce que le chien, on l'éduque et le propriétaire, on le forme. Ça, la majorité, c'est qu'on forme premièrement les chiens qui ne se bagarrent pas entre eux, les chiens qui gardent l'enceinte de son propriétaire, parce que souvent ils viennent pour apprendre aux chiens à garder. Moi, je suis contre. On dit lui علملو ياخذ الراي ومن بعد دير لا garde, تقدر تجيريه. Parce que si on fait uniquement l'attaque, le jour au lendemain, on ne pourra pas gérer un chien, c'est vrai. Il y a Rabbi Djeremor Drari, il n'y a pas de mauvais chien que de mauvais maîtres. كان يتعلميه ياخذ الراي عاس تدي معك البحر. Plusieurs séances sont nécessaires pour apprendre au chien l'obéissance et au propriétaire la maîtrise de son animal. Dans le domaine de la cynophilie c'est quoi? C'est محب الكلاب باللغة العربية. Et le chien, un ami, un membre de la famille, à 2 mois,
on commence à éduquer un chien sur une table, on lui fait assis, le jeu, couché, on lui apprend le nom terre, à chaque fois on lui donne la nourriture. Je lui donne la gamelle. Redoua kif kif, et on lui dit black يعرف اسمه comme les porcs. Allez-y, ne vous arrêtez pas, allez-y. Créer des liens de confiance entre le maître et son chien passe par plusieurs étapes, la fermeté et la rigueur, mais se finit toujours par une récompense et une caresse affectueuse. Pour que ce soit plus simple pour la vie quotidienne et tout, par exemple pour traverser la route, pour qu'il soit avec moi à la maison, surtout pour les besoins, tout ça. Bon, je vais pas mentir, c'était plus simple parce que maintenant il y a beaucoup de trucs à faire, qu'à des tâches. Par exemple, lui brosser tous les jours, le faire sortir et tout. Du coup, quand même, c'est un peu encombrant, mais quand on est à la maison, bah, quand même, ça donne un peu de joie, voilà. Et c'est une boule d'amour après, tout, il caresse, il est très fidèle. C'est un bon ami. Malgré les croisements et la multitude de races de chiens qui existent aujourd'hui, la fidélité des chiens est une qualité qui reste propre au genre canin. Dogatlan. Éco-Dogatlan, oui, on en parlait, justement, on reste dans le domaine des animaux, dans le domaine des chiens. Ce sera en compagnie des représentantes donc, du club scientifique, culturel et sportif. Parmi nous, sa présidente Amira Safih. Bonjour Amira. Bonjour madame. Marhaba. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Et parmi nous également la vice-présidente de ce même club. Il s'agit de Rumeissa Ben Ramdan. Bonjour Rumeissa. Bonjour, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Et vous-même? Contente d'être parmi nous? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah ben, marhaba bikoum. Alors les filles, avant de parler un petit peu de cet événement qui est, j'imagine, le premier de ce genre, Éco-Dogatlan, voilà, pour bien prononcer. On va parler un petit peu de votre club d'abord. Donc votre club en quelques mots, sa genèse, sa naissance et surtout les principaux objectifs de votre club. D'accord. Donc le club c'est CSCS, c'est le premier et le seul club de l'École nationale supérieure vétérinaire. CSCS c'est club scientifique, culturel et sportif. Donc il était fondé en 2012 par des étudiants de l'école. Donc, on a 5 départements, donc département culturel, sportif et scientifique, et même 2 autres départements, c'est le Vet Space et le Vet Art Zone. Donc, pour les objectifs du club, le club, c'est juste pour développer les compétences des étudiants au sein de l'école, mais aussi de les préparer au monde professionnel. Donc, voilà. Donc vous êtes étudiante? Oui. Étudiante vétérinaire? Oui. Ah bah, très bien. Alors, avant de parler encore une fois de cet événement, j'imagine qu'il y a beaucoup d'activités que vous faites au sein de votre club, n'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup d'activités. Récemment, on a repris les activités en présentiel. On a fait l'éco-Dogatlan et on compte à faire autre événement prochainement, Inch'Allah. Il y a un programme riche, Inch'Allah, pour cette année. De toute façon, les étudiants, on le sait, on les reçoit très souvent, et c'est ce que je dis très souvent, le monde étudiantin est un monde, on va dire, très, très, très dynamique. Hein. Il faut dire, beaucoup de belles choses sont faites par les étudiants. Alors, Éco-Dogatlan, c'est quoi cet événement? Donc, Éco-Dogatlan, c'est le mot éco. Éco, c'est écologie. Environment, écologie. Et Dogatlan, c'est le mot Dogatlan, dog. Atlan et un marathon. C'est un marathon de canicross. Qui veut dire chien. Oui, donc voilà, qui veut dire chien. Donc, alors Amira, elle est anglophone, elle réfléchit en anglais, oui, elle est en train de faire des efforts colossaux pour parler en français, elle oublie, de traduire. Allez. Donc Dogatlan, c'est un marathon, voilà, c'est un marathon de canicross qui est le premier en Algérie, qui fait de courir avec son chien en équipe. Et voilà, c'est une compétition où les chiens. Très bien. Alors, donc c'est une course, donc on l'a compris. Ce sont les proprios qui courent donc avec leurs chiens. Mais pourquoi éco? Donc si on dit éco, c'est parce qu'on comprend qu'il y a un objectif écologique derrière cette action. Donc comment vous comptez un petit peu mettre en valeur cette action écologique?
Parce que premièrement, on est un club vétérinaire qui that takes care of the animals. D'accord, qui prend soin des animaux, d'accord, on fait du travail là. Hein. Oui. Qui dit animal dit la protection de l'habitat de l'animal. Effectivement. Voilà. Donc là, nous sommes en train de voir justement quelques photos qui défilent de votre événement. Oui, justement, c'est le canicross qu'on a déjà vu. Qu'on a déjà organisé, voilà. Donc, on a pensé de sensibiliser les gens, le public à l'importance des animaux, du bien-être de l'animal. En même temps, on a sensibilisé sur la protection de l'environnement en quelque sorte. Où on a fait du plugging. Donc, si vous avez vu en photo, les propriétaires des chiens, ils étaient en train de courir avec leurs chiens et en portant des sacs poubelles pour ramasser les ordures. Et ça, c'est un challenge. Courir avec son chien, c'est déjà un challenge. Le deuxième challenge, c'était de ramasser la quantité la plus grande des ordures. Les gens les proprios et les chiens donc qui ont participé à ce Dogathlon, donc c'était qui? Est-ce que c'était les membres du club ou c'était un concours qui était ouvert un petit peu à tous? Oui, c'était un concours public, donc pour le grand public, les gens les propriétaires de chiens, mais aussi une association qui était notre partenaire BCHE. Romatani جابوا les chiens تاعهم de l'association pour participer. D'accord. Alors comment les gens ont comment ils ont réagi, on va dire, à cette action? D'ailleurs, la majorité ont dit que c'est waouh, c'est nouveau. Alors, ça leur encouragé pour participer. Donc, on a reçu beaucoup de feedback positif concernant l'événement. Et ils ont demandé la deuxième édition. Oui. La deuxième édition. Inch'Allah, la prochaine année, on plus grande. Voilà. Donc après, winter. Inch'Allah, winter. Donc ce sera en hiver, Inch'Allah. Et puis espérant que la situation sanitaire, surtout, elle sera apaisée d'ici là, hein, parce qu'on sait qu'on ne peut pas aller vers des événements grandioses tant que nous sommes en train de vivre cette conjoncture sanitaire. Alors, toujours donc par rapport à cet événement, est-ce qu'il y a eu d'autres ateliers qui ont été organisés, on va dire, en marge de la course? Oui, il y avait autre atelier, l'atelier de dressage des animaux, des chiens. Alors, atelier de dressage des chiens, donc ça s'est passé comment? C'était présenté par notre partenaire Canine des Aides. C'était une compétition des propriétaires avec leurs chiens pour voir la manière de contrôler son chien et tout. Donc voilà, c'était une petite compétition où il y avait beaucoup de critères comme le contrôle, l'attaque, etc. Donc c'était noté et puis il y avait des gagnants bien sûr. Des gagnants, très bien. Il y avait d'autres ateliers mis à part le dressage? Oui, pour le club, on a organisé une petite atelier qui est chez atelier. C'est une compétition de treasure hunt. Chasse-trésor. Chasse au trésor, voilà, chasse au trésor. Avec les gens qui participent, voilà, et il y a des gagnants. Il y a des gagnants. C'est un game, voilà, c'est un jeu. C'est un jeu. Ouais. D'accord, et donc ils se sont apprêtés au jeu, les participants? C'était pour le grand public, pour les attirer, enfin il y avait des questions qui ont une relation avec le thème, bien sûr le thème sport et vétérinaire et tout. Il y avait aussi un autre atelier pour les petits enfants, un atelier de dessin. C'est sympa ça. Voilà, parce que on voulait attirer les enfants parce qu'ils sont l'avenir de l'Algérie, bien sûr. Et puis pour les sensibiliser encore une fois à la question environnementale, à la protection des animaux aussi. Oui, voilà. Des projets, les filles, prochainement? Exactement. Donc, pour les projets, Inch'Allah, prochainement, il y a on a une charge
exactement. Donc, plein de projets. Pour le prochain événement, Inch'Allah, c'est un événement culturel, mais sportif ou mais scientifique. Donc, cet événement culturel, c'est début septembre, Inch'Allah. On va organiser un événement culturel en échange avec les autres cultures du monde. On va inviter des ambassades pour présenter leur culture. En même temps, on va organiser des challenges, des challenges, des games, des compétitions entre cultures. Donc voilà, c'est l'idée générale. Ah bah, très bien, voilà. Ah bah, on vous souhaite une très belle continuation, on vous souhaite beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci beaucoup les filles d'avoir été parmi nous ce matin. On rappelle, Amira Sefih, vous êtes la présidente donc, du club scientifique, culturel et sportif. Roumeissa Ben Ramdan, vous êtes la vice-présidente de ce même club. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Dans un petit moment, nous allons parler de cette première édition de l'été du FIDBA en compagnie de Djawdet Kessouma. Mais avant cela, une petite balade à travers ces images. On se retrouve juste après. Et de retour sur le plateau, et Djawdet Kessouma vient de nous rejoindre. Bonjour Djawdet. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors Djawdet, aujourd'hui, ce ne sera pas les livres. Ah oui, ça ne sera pas les livres. Ce sera les livres autrement. Voilà. Voilà, ce sera les livres autrement. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de ce premier événement, donc, qui est l'été du FIBDA. Voilà. Alors, on a l'habitude d'entendre FIBDA, donc le Festival international de la bande dessinée. Et là, en octobre habituellement. Et là, donc, on a l'été du FIBDA. Donc, avant de parler de cet événement, d'où vient d'abord la nécessité de faire cet événement? Ben voilà, donc ça c'est donc l'été du FIBDA. Donc l'été du FIBDA, c'est 3 jours, le 25, 26 et 27 juin. Là, si vous avez remarqué, c'est juste à la fin des examens, de tous ces examens de BEM, la 6e, le bac, l'attention, je suis là. Donc on a décidé d'offrir, en plus il y a eu une insistance, les BDFIL et les amateurs de belles bulles et tout ça,
qui vraiment les réseaux sociaux, ils se sont déchaînés. Donc on a décidé d'offrir un espace en compagnie, d'ailleurs c'était aussi une idée du ministère de la Culture et des Arts, d'offrir vraiment un espace de divertissement, de détente à tous ces jeunes qui ont vraiment galéré pour passer leur examen et tout ça. Et donc voilà, c'est un espace qui est ouvert l'espace de quelques jours pour leur offrir de la détente, du divertissement, du plaisir, de belles images. Il y a des ateliers, il y a plein de choses qui vont se passer. Voilà. Très bien, donc ça va commencer aujourd'hui, ce sera au niveau de l'Office Riyad al-Fath et ça va se poursuivre jusqu'au 27. Donc peut-être le programme, Jawdet, pour cette fois-ci. Il y a des ateliers, il y a d'abord des maisons d'édition qui vont être présentes, il y a Daliman, l'EMAG, l'ANEP, Z-Link, la revue pour enfants Romaïda qui est une revue vraiment formidable. Il y a HB Manga, Kalima, Pins, Kissa Pins et bon, le stand le FIBDA qui va présenter aussi des publications qui ont été faites lors de ça. Donc il y a des éditeurs. Il y a aussi des partenaires qui sont Malonda et l'ARC. Et donc il y a des ateliers. Il y a un atelier de dessin animation avec Romaïda. Il y a Togi qui va faire aussi un atelier de dessin, de comment réaliser par exemple une BD, faire des choses comme ça. Et il y a aussi un animateur d'atelier qui va parler des accessoires qu'il faut. Donc c'est Sid Ali Rajdi qui va parler des accessoires et tout pour le cosplay, pour toutes ces choses-là. Très bien. Donc voilà, on a enlevé, à un certain moment on avait programmé des conférences un peu sur l'édition, la diffusion et tout, mais on a préféré remettre ça au FIBDA, c'est-à-dire au festival, au festival international, voilà, dans lequel on a l'habitude d'activer, qui sera, si tout va bien, c'est la commission sanitaire, on est vraiment lié juste à la commission sanitaire, c'est-à-dire on est capable de le faire et tout. C'est une nouvelle équipe, c'est un nouveau commissariat avec Selim Brahimi, Tamila Awa, Kamal Baloul, Aminijar et moi-même qui sommes dans cette nouvelle équipe. Et donc on va essayer de donner le ton justement de ce prochain grand FIBDA. Voilà, mais entre-temps, là on a toujours un ensemble d'activités. On a signé une convention avec les Beaux-Arts, bon j'étais des deux côtés, mais avec les Beaux-Arts pour justement faire participer les étudiants des Beaux-Arts. Il y a des réductions, il y a des travaux ensemble, il y a des masterclass qui vont se faire, il y a beaucoup de choses. Donc on a profité de cet été du FIBDA pour lancer un peu toutes ces opérations en attendant donc le grand FIBDA. Mais là on a vraiment dédié cet espace au divertissement. C'est pas l'esplanade, c'est au niveau 108 près de la salle Ibn Zeydoun. Donc on a un espace, une sorte de petit village qu'on a organisé pour recevoir le public. L'entrée est symbolique, c'est 200 dinars. Donc les enfants en bas âge, bien sûr, sont graciés de ce prix. Et voilà, donc il y a plein de choses. Il y a des ateliers, il y a des livres et des expositions, des ateliers libres, il y a plein de choses que le public va trouver. Et puis il y a des choses un peu plus comment dire, précises pour les adolescents et les jeunes adultes. Voilà, mais toutes les familles viennent, c'est un espace de divertissement fait pour ça. Et voilà. Très bien. Alors, peut-être du moment qu'il y a eu cette nécessité de faire l'été FIBDA, donc déjà avant le grand événement auquel nous avons pris l'habitude, là, on comprend quand même que la jeunesse aujourd'hui s'intéresse beaucoup, on va dire, à cette littérature, à cet art. Et on sait aussi qu'il y a une très grande influence ces derniers temps, ces dernières années, des mangas, donc qui est plutôt une culture asiatique, des BD aussi, donc que ce soit à l'école française ou l'école belge. Est-ce qu'il y a une école algérienne particulière qui est née un petit peu de tout ce brassage, on va dire, de culture? Est-ce qu'il y a une touche particulière de ces jeunes qui s'intéressent, qui créent, qui éditent ces BD? Oui, donc comme j'étais dans les anciennes éditions comme président de jury national,
nous avions donc une visibilité sur un peu ce qui se passe dans la BD algérienne. La BD algérienne, c'est une tradition. Hein. Elle a 50 ans d'âge et plus. C'est une tradition, peut-être plus. Donc c'est une tradition. Donc, ça a commencé en 67, 69 entre 67 et 69, voilà. Même si il y avait, bon, on consommait de l'image avant, mais l'image BD, bon, on peut dire qu'elle a commencé en Algérie avec Mqidech, on peut le dire, mais c'est pas peut-être nécessairement aussi juste que ça. Peut-être qu'il y avait des choses avant. Parce que l'on consommait de la BD, entre texte, Black le Rock, Zambla, tout ça. Mais en tout cas, Mqidech, ça nous a bien accompagnés au niveau des écoles aussi. Voilà, il y a eu on a tous grandi avec Mqidech. Il y a eu, si vous voulez, quelque chose qui a recentré les choses. Mqidech a recentré les choses. Donc il nous a restitué notre identité algérienne. On voyait les personnages avec le large, parce que quand vous voyez les dessins de Redouane Assari, c'était des dessins un peu à la franco-belge, c'est-à-dire c'est un peu réaliste. Mais quand vous voyez Richa, c'est un peu le franco-belge qui revient sur l'Algérie. Et avec beaucoup de choses. Mqidech est un héros algérien, Haroun, et donc toutes ces choses-là sont importantes. On ne peut pas dire qu'il y a un stylistique algérien, mais il y a un esprit, oui. L'esprit, il y est, et il a évolué avec le temps. Aujourd'hui, le manga algérien, ou manga DZ en général, qu'il existe. Je pense que les éditions Z-Link et beaucoup d'autres d'ailleurs ont fait qu'il ait un esprit algérien. Et même il y a eu beaucoup d'incursions. Par exemple, aujourd'hui, il y a de la science-fiction algérienne. Et c'est bien, il y a les Touaregs, c'est-à-dire on va aller dans des contrées mystérieuses, insolites et tout, et ça marche très bien. Il y a par exemple beaucoup de styles, parce qu'il n'y a pas seulement le manga. Lors de ma carrière de président de jury, j'ai remarqué qu'il y avait aussi beaucoup de nouvelles techniques. Il y a aussi le roman graphique aujourd'hui. Vient parce qu'on confond beaucoup la bande dessinée avec le roman graphique. Le roman graphique est un roman décliné en images. Et avec bande dessinée ou pas, mais parce que la bande dessinée fait à des règles. C'est la bulle, c'est le partage, c'est le partage de la composition de la planche et toutes ces choses-là. Donc c'est des normes précises. Là, les normes précises, l'Algérien n'est pas en reste. La jeunesse terna ou les jeunes adultes qui produisent. Par exemple, on a primé quelqu'un il y a quelque temps je sais pas, de Nbeda, je me souviens pas exactement, je me souviens pas mais un peintre en bâtiment qui dessinait d'une manière fantastique, mais fantastique dans le sens technique très poussé, bien. C'était du manga, mais un peu allégé, c'était pas le manga dans les normes du manga, c'était juste la technique de dessin du manga. Et il a fait une histoire fondamentalement algérienne avec des vampires, mais extraordinaire, avec beaucoup d'humour. Il y en a d'autres qui nous ont présenté des travaux très artistiques, un peu comme Hugo Pratt, c'est-à-dire avec des encres, de l'encre de Chine, des partages très artistiques. Et il y a donc une variété extraordinaire de production. C'est pour ça que c'est bien de revenir et d'offrir des espaces de diffusion, de révélation, justement, des endroits où, comme le salon du livre, maintenant, on en voit partout. On en voit à Wassif, on en voit à Boudjima, on en voit à Atini, et beaucoup d'autres qui vont encore venir. Les salons de la BD, de l'illustration, tout ça, doivent être aussi. Et c'est bien parce que c'est des espaces de diffusion et de révélation. Nous, au FIBDA, je sais qu'on recevait des gens de partout. جيجل تيزي وزو بجاية أوران مصلاقانا سيدي لعباس عين تموشن من الصحراء تقور تورقلا. Et donc c'est très important qu'il y ait des espaces comme ça qui révèlent. Et vous allez voir que, c'est-à-dire comme le cinéma, vous offrez des salles de cinéma. Vous allez le voir là, Héliopolis Redkema a fait beaucoup d'entrées parce qu'on a fait des choses dans les normes. Donc pour la BD, pour l'illustration, pour les jeunes artistes, pour tout ça, il faut tout simplement restituer les espaces aux gens et même aller là où il faut, quand il faut. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de variétés de gens qui travaillent. Moi j'ai eu la chance vraiment de percevoir qu'il y a... Donc le style, le manga, oui, il commence depuis à peu près
je dirais une dizaine d'années, à avoir une stylistique algérienne qui est intéressante. Parce qu'on a une capacité, pardon, les Algériens ont une capacité d'assimilation des cultures qui est très intéressante. Je ne vais pas aller jusqu'au chauvinisme en disant qu'on est les meilleurs au monde, mais on a une capacité, on est en Méditerranée, on a la tête en Europe, les mains entre l'Orient et l'Occident, les pieds en Afrique, donc franchement, on a une capacité vraiment très, très forte de s'adapter et de produire des choses. Il s'agit juste de les révéler et de mettre les espaces, de restituer les espaces au public, et je pense que ça, c'est... Très bien. Alors, peut-être pour les ateliers, ça commence à quel âge? À partir de quel si âge? vous voulez faire les ateliers à 45 ans, il n'y a pas de problème. Mais non, mais c'est en général pour les enfants. Parce qu'il y a des ateliers pour jeunes adultes et adultes. Voilà, c'est ouvert aux familles. C'est ouvert à tous. Très bien. Donc, on rappelle juste le rendez-vous, ça commence aujourd'hui. Donc, au niveau de l'Office Riyad al-Fath, niveau 108, vous avez dit? Au niveau 108, près du cinéma Ibn Zidoun, c'est-à-dire c'est très accessible, c'est un espace clos avec une jauge, donc on va demander au public de respecter quand même les consignes sanitaires, parce que nous avons des consignes très strictes de respect des consignes sanitaires, donc avec vraiment les masques, les gels et tout, et puis que les gens ne s'impatientent pas s'il y a un afflux, parce qu'on doit attendre que les gens ressortent pour que les autres rentrent, et voilà, mais sinon, bienvenue à tous, et on sera très heureux de vous accueillir et de vous offrir cet espace dans lequel il y aura du divertissement, et c'est le principe. Particulièrement juste après cette vague de stress liée aux examens. Merci beaucoup, Diawdet. Donc on rappelle que l'été du FIBDA, ça commence aujourd'hui, ça se poursuivra jusqu'au 27, c'est de 10h à 18h au niveau de l'Office Riyad Fath. Diawdet, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes le directeur artistique donc, de l'été du FIBDA. Merci beaucoup. Et dans un petit moment, nous allons parler du salon de l'huile d'olive, mais avant cela, un reportage sur la cueillette des olives au niveau de Tizi Ouzou. C'est un sujet signé Naïm Al-Walish, et on se retrouve juste après. Un peu partout dans nos contrées, la cueillette des olives a débuté il y a plus d'un mois, et dans les champs d'oliviers, ça s'affaire. Passant du vert au violet, puis au noir, l'olive ne demande qu'à être cueillie, et bien sûr, ici à Tizi Rennif, dans la wilaya de Tizi Ouzou, la cueillette se fait en famille. C'est ma mère qui m'a appris à cueillir les olives. Ça fait longtemps que je travaille ici. 7 ans. C'est un peu dur, mais je suis obligée de le faire. C'est ancestral, c'est culturel, c'est même séculaire. J'ai 11 ans d'âge et dès que je sors de l'école, je viens directement et régulièrement ici pour aider la famille. Il y a un manque de production pour cette année, mais moi, dans mon exploitation, là, il y a quand même une bonne production. C'est quoi la variété? La variété, c'est la variété dominante chez Chamlel, un peu de la variété Adjaraz. C'est une jeune plantation. Mais chaque année, il produit. J'ai 3500 oliviers. Combien de temps pour terminer la cueillette? Il faut compter un mois comme ça. Si tu veux que l'olivier te donne, sois généreux, il faut absolument le nettoyer, l'aérer, le laisser grandement respirer. Entre octobre et mars que les olives arrivent à maturité, il y en a même qui tombent tout seuls et il suffit juste d'étendre sur le sol des filets en plastique ou de vieux draps pour les cueillir, tandis que parfois il faut secouer la branche délicatement pour faire tomber le fruit. Sinon, pour avoir une huile de qualité, il est primordial de mélanger ce dégradé de couleurs. Donc la wilaya de Tizi Ouzou, c'est une région à vocation oléicole avec 39 000 hectares d'oliviers. Chaque année, la production elle varie de 10 à 12 millions de litres. Cette année, on prévoit 7 millions de litres, une baisse de production due aux conditions climatiques et au manque de pluviométrie. La variété principale, c'est Chamlel. La cueillette s'effectue essentiellement à la main. L'année dernière, on a fait des formations pour les agriculteurs avec l'utilisation de pennes électriques pour voir la différence entre la cueillette à la main et la cueillette avec le penne. Et c'est quoi la différence? C'est un gain en temps et ça facilite. Au lieu de faire un arbre par jour, on peut faire 5 jusqu'à 10 arbres par jour. La meilleure olive, je l'exporte. Et j'ai fait des expositions surtout un peu partout dans le monde. Où vous l'exportez? En Amérique du Nord et en France. Donc on n'a pas encore mis cette machine en marche, une grande capacité. Il fait jusqu'à 50 quintals à l'heure.
Donc on attend que les agriculteurs ramènent leurs olives. Une fois on a une bonne quantité ici, on la met en marche. Une fois cueillis, les olives sont acheminées juste à côté au moulin, où ils sont lavés, effeuillés, puis triturés pour obtenir cette fameuse huile à 100% bio, puisque cultivée avec des composts intégralement naturels. Destinée entre autres à l'exportation, cette huile extra vierge attend toujours sa certification, déjà mise en route par les services compétents. Une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'IMA à faire. Et de retour sur le plateau, et cette fois-ci, nous allons parler de cette exposition Zoom sur le pays de l'Olivier. Les organisateurs sont parmi nous ce matin, à savoir Mariam Kalot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente du comité d'organisation de ce salon. Parmi nous également Jamel Bouali, bonjour. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bonjour à tous les auditeurs, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Marhaba bik à tout moment. Et vous êtes photographe, artiste peintre, et donc vous prenez part à l'organisation de ce salon. Exactement, voilà. je suis le chargé de l'exposition de peinture et photos de cet événement. De cet événement. Alors, Mariam, on va parler d'abord Zoom sur le pays de l'Olivier. Oui. C'est donc un salon qui regroupe plusieurs artisans, des photographes, des artistes peintres. Alors, parlez-nous un petit peu des objectifs de ce salon. Donc, l'objectif, c'était de revoir l'olivier et l'oléiculture, de prendre une dimension culturelle et culturelle. Donc, on a décidé de faire l'événement au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, de rassembler tous les producteurs algériens qui sont primés à l'échelle nationale et internationale. Donc, il y a des expositions photos, peinture et tout. Il y a des exposants, des artisans qui font du savon à base d'huile d'olive. On a aussi des artisans qui font des bijoux. Donc, Ezoran qui a fait toute une gamme sur l'olivier, hein, des bijoux, des bagues, des chaînes. Voilà, donc on est resté sur le thème de l'olivier. C'est du 24 au 28. Donc, on est au Palais de la Culture jusqu'au 28 juin. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. Ça ouvre le matin, de 10h. Oui, de 10h jusqu'à 18h, on est là-bas. Donc, c'est l'occasion pour les visiteurs de venir déguster les meilleures huiles d'olive d'Algérie, de connaître... Qui ont été primées d'ailleurs dans le monde. Oui, primées. Plusieurs fois, comme Kiared, hein, qui a eu l'une des prestigieuses médailles au monde, qui est la Platinium. Oui. C'est un honneur pour l'Algérie, pour lui, pour la wilaya de Berlia, de Boumerdès, et aussi pour que les consommateurs ils vont savoir que l'Algérie, on retrouve l'huile d'olive un peu partout. On a des exposants qui sont venus de Tébessa, d'Oran, de Tlemcen, de la wilaya de Boumerdès, de Béjaïa, de Mostaganem, d'Oran. Donc voilà, l'huile d'olive, elle est un peu partout en Algérie. Très bien. Alors, avant de parler encore une fois de cette exposition et surtout le côté artistique de cette exposition, nous avons un reportage justement de Fala Bennour qui s'est déplacé au niveau de cette exposition. Elle est revenue avec ces images, on regarde et on se retrouve juste après. On dit qu'il y a autant de choses à voir dans un olivier que dans le reste du monde. Comme il y a autant de choses à voir à travers Zoom sur le pays de l'olivier. Zoom sur le pays de l'olivier parce que l'Algérie c'est un pays connu donc en production d'huile d'olive depuis la nuit des temps, mais on est méconnu dans le monde, mais on veut aussi toucher le côté culturel. D'où cet événement. C'est pour la première fois que je réalise un travail tout d'abord sur la thématique de l'olivier. J'ai déjà travaillé sur les lieux de mémoire où j'ai essayé de superposer des images de personnes qui nous racontent, qui nous révèlent la face cachée des lieux de mémoire. Cette technique, il y a la photographie, il y a la photographie et l'infographie. J'essaie de superposer, de juxtaposer des images de personnel sur des graphismes. En tant que graphiste,
Il y a aussi l'aspect graphique qui m'intéresse. L'événement est aussi l'occasion de découvrir les meilleurs producteurs d'huile d'olive en Algérie et même au-delà des frontières. Ceux qui sont médaillés dans le concours appelé qu'on organise déjà, ou bien médaillés dans différents concours à l'international, sachant que cette année, on a eu 15 médailles à l'international. Ça a permis déjà de faire connaître le produit, d'évaluer sa qualité par des jurys de dégustation spécialisés. Le retour qu'on a eu des concours Hado, c'est positif. On a eu beaucoup à apprendre avec eux. Il n'y avait rien. Même à l'étranger, il n'y avait pas d'huile d'olive. Maintenant, quand ça commence un petit peu, on a eu des médailles d'or quand même. On aurait bien pu doubler le chiffre facilement, vu le potentiel qui existe et les gens qui travaillent pour la qualité. Il nous faut l'aide de l'État. Si on a l'aide de l'État, on peut aller très loin. Moi, j'en suis sûr. Un accompagnement essentiel pour les producteurs si on veut aller vers l'exportation. Moi, je suis à l'étranger, je suis à Paris et à Lyon, j'ai un magasin aussi à Alicante. Il y a un marché énorme. Par exemple, l'Afrique est vide. On pourra rentrer par force à l'Afrique. Mais on n'a aucun renseignement. On peut fabriquer les bouteilles ici. Toutes les parties intéressées sont impliquées dans le développement, y compris les pouvoirs publics. Il y a un effort qui a été fait et encore des programmes de développement. Il y a une marge de travail énorme à faire aussi. Parler de la qualité de l'huile d'olive, il faut le dire entre nous. C'est récent. On dit que l'huile d'olive est la meilleure. Nous travaillons plus sur la qualité. Nous travaillons sur l'exportation. Nous voulons exporter davantage notre huile. Zoom sur le pays de l'olivier se poursuit jusqu'au 28 juin prochain avec à la clé un programme culturel qui pourrait vous surprendre. Lorsqu'on dit ce qui veut dire on vous souhaite la santé de l'olivier. La santé de l'olivier. Donc voilà, c'est un adage. Voilà, c'est un adage kabyle qui dit, lorsqu'on souhaite quelqu'un une bonne santé, on lui dit la santé de l'olivier, qui est très enracinée dans cet ajustement très profond, avec toute la charge d'histoire, de valeur et de symbolisme surtout. D'ailleurs, même lorsqu'on remonte un petit peu dans l'histoire écologique, on retrouve que les plus anciens arbres sont les oliviers qui remontent à plus de 7000, 8000 ans, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Alors, on a vu à travers ce salon, donc, qui est titré de façon, on va dire, très significative, hein. Donc zoom sur le pays de l'olivier. Nous avons vu ce côté artistique, donc des tableaux, des photographies. Donc parlez-nous un petit peu des participants par rapport à cette exposition. Justement, au départ, lorsque notre ami Samer Ghani m'a parlé de l'événement, j'ai tout de suite réfléchi de faire en sorte d'accompagner cet événement par une façon d'injecter un peu de couleur à cet événement, c'est de réunir une dizaine d'artistes algériens de différentes régions, de l'Est à l'Ouest, au centre et même au Sud, des gens qui ont travaillé justement en matière de peinture, de la production de toiles à l'huile, de la peinture à l'huile, parce qu'il s'agit d'un événement sur l'huile, des toiles à l'huile. L'idée, c'est de travailler sur la thématique. On laisse rien au hasard. Il faut même... voilà. C'est réfléchi. Alors, il y a une quarantaine de toiles quand même qui sont accrochées, qui sont visibles jusqu'au 28 du mois au niveau du Palais de la Culture. Chaque artiste, justement, a essayé d'interpréter à sa façon des scènes de vie, à partir de la de la cueillette des olives jusqu'à sa transformation. Et en parallèle aussi une exposition de photos. Justement, il y a deux photographes, Toufek Dodo et Mohamed Ghani aussi, ainsi que mon exposition. Il y a cette casquette de photographie. Alors, je participe avec 3 peintures et 6 photographies, justement, mais j'ai attaqué l'angle un peu de point de vue artistique sur le tronc d'arbre. J'ai essayé d'interroger justement cette zone d'histoire et de ramener les gens de différents âges, différentes expressions de visage et de superposer entre les visages et l'expression des gens sur un graphisme d'un tronc d'arbre. Alors, en plus de cette exposition peinture et photo, il y a aussi le fameux musique et
de notre ami Amir Hashlef, qui est aussi un médaillé sur la scène internationale, une exposition d'objets qui nous raconte un peu l'histoire de la transformation de l'huile d'olive ici en Algérie. Quand même, il y a une trentaine de pièces qui sont en exposition, qui sont toujours visibles au niveau du hall principal de l'exposition. Alors l'idée initiale à lui, c'est de la création d'un musée de l'olivier. Et cet événement, c'est une opportunité justement pour ramener quelques pièces et dire que il y a des outils, il y a un savoir-faire, il y a justement cette interprétation du patrimoine immatériel à travers ces objets qui nous révèlent la face cachée de l'histoire de l'huile d'olive en Algérie, pour dire aussi en Afrique du Nord. Et la région de Boumerdès, Kabylie, depuis l'époque romaine jusqu'à nos jours. Alors, cette exposition, elle est toujours visible. J'invite justement les auditeurs à se rapprocher du Palais de la Culture. Comme on est le week-end, vendredi et samedi, les gens peuvent venir savourer les meilleures huiles d'olive d'Algérie, ainsi qu'apprécier l'art autour de la thématique Zoom sur le puits de l'olivier. Alors, j'invite tout le monde à nous rendre visite. Alors, il faut dire que l'événement va se poursuivre jusqu'au 28. Et il faut dire qu'il y a tellement de choses à dire sur l'olivier qu'il y a même un magazine qui a été lancé je crois en 2019. En 2019, voilà, sur l'olivier. Donc là où il y a plusieurs articles qui traitent donc du sujet de l'olivier, donc c'est une revue qu'on pourra trouver au niveau là c'est le dernier numéro. Ça c'est le troisième numéro qui est le dernier. Donc on est revenu justement sur l'événement, sur les huiles d'olive primées en Algérie, à l'échelle nationale et internationale. On a aussi l'interview avec Amar Sabah, qui c'est l'ex-président du COIL, c'est un Algérien. Donc le magazine il est en vente au niveau du Palais de la Culture. Et il y a des articles, on retrace toute l'histoire de l'olivier, de l'huile d'olive en Algérie. Alors, chose qui est intéressant justement au niveau de l'Olivier Magazine, c'est que c'est un support pédagogique pour les gens qui s'intéressent à travailler sur la thématique. L'idée, c'est de trouver les différentes facettes de la dimension culturelle aux scientifiques, ainsi que de l'histoire aussi qui est racontée. Il y a plusieurs chapitres. Alors, on a déjà un support de travail pour les chercheurs. C'est ce qui est intéressant lorsqu'on soutient ce genre d'événement par des publications du genre. Très bien, voilà. Alors, on rappelle que l'événement va se poursuivre jusqu'au 28, donc c'est de 10h à 18h au niveau du Palais de la Culture. Voilà, un appel, un dernier mot peut-être? Alors voilà, pour les auditeurs, comme je suis animateur de radio, je parle d'auditeurs, les téléspectateurs. De toute façon, on est dans l'audiovisuel, donc c'est pas grave. Ils comprendront, nos téléspectateurs comprendront. Très bien. Alors de se rapprocher justement, comme je l'ai dit avant, à savourer les meilleures huiles d'olive et apprécier l'art des artistes des quatre coins d'Algérie, apprécier l'étoile avec cet art chargé de couleurs et cette exposition de photographie. Alors on vous attend au niveau du Palais de la Culture jusqu'au 28 juin. D'autant plus que l'huile d'olive, on va dire que c'est l'huile la plus prisée par les Algériens. On ne risque pas de rentrer dans quelconque maison algérienne et ne pas trouver au moins 5 litres d'huile d'olive. En tout cas, ce qui est sûr, minimum. Ça, c'est vraiment un minimum. Mariam, un dernier mot? Merci de nous avoir invités. J'invite tous les téléspectateurs, tous les Algériens de venir nous rendre visite au Palais. On est jusqu'au 28. C'est une occasion pour eux de connaître, de faire connaissance, on va dire, avec l'huile d'olive algérienne, leur huile d'olive. Ils vont être étonnés de voir que l'huile d'olive, elle se trouve sur les 4 coins d'Algérie. Et du monde aussi. Et une huile d'olive excellente. Découvrir le musée, les expositions des pièces très rares qui ont été nichées par Tonton Rabah Hashlef. Même au fin fond des mers. Il y a un portrait lui consacré dans la revue L'Olivier. C'est un personnage, moi je leur dis, c'est un personnage atypique. C'est une personne à connaître au-delà de ce qu'il fait pour C'était vous qui avez proposé Amir Rabah l'atypique patriote? Moi je l'appelle
l'atypique, c'est un personnage à connaître, vraiment. Donc, on aura l'occasion de le voir lors de ce salon. Inch'Allah, oui, il est là-bas. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Donc, je rappelle, Mariam Kalot, vous êtes la présidente du comité d'organisation. Djamel Bouali, vous êtes artiste peintre, photographe, et vous êtes aussi donc, le responsable de l'exposition artistique lors de ce salon. Merci beaucoup à vous. Donc, on rappelle que le salon se poursuivra jusqu'au 28 au niveau du Palais de la Culture. Dans un petit moment, on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée en compagnie de notre chanteur, musicien, compositeur. Mais avant cela, un reportage au niveau de la Casbah. Vous savez, aujourd'hui, c'est la journée du tourisme. Dans ce sens, Feria Al-Hamdi, elle s'est intéressée au bain mort de la Casbah. Je vous laisse voir ce reportage. On se retrouve juste après. Le hammam ou le bain mort. Cet établissement de bain traditionnel où les salles chaudes succèdent aux salles froides tire son nom du mot arabe hami. Ce lieu de palabres intimes où règnent les brumes au rythme des murmures d'eau. Ici à la Casbah, plusieurs hammams sont en plein travaux de rénovation. Comme ce hammam, appelé autrefois Hammam Bouchlarm, un lieu chargé d'histoire, qui a vu défiler plusieurs personnalités comme l'Anqa, Roger Hanin et bien d'autres. Hammam, يقولوا له Hammam Bouchlarm. Bouchlarm, c'est le surnom de mon arrière-grand-père. علاش كان عنده دي مستاش وطويل وكذا ويوقف هنا عند الباب اللي راحت هذه حمام بوشلاغم. الحمام كان زمان يسخن بالحطب. كان عندنا يقولوا له الفرناقجي. واحد مستكلف يجيب الحطب ويشعل النار ويسخن بالحطب، ما كانش الغاز ولا المازوت ولا. ولي تراديسيون كانوا يجيو هي لي ستي ان ريتويال. ديجا الحمام شاك فوندرودي بالجمعه الرجال ما تنحي لهمش الحمام، سيتي ساكري. ولي ريتويال كثر تاع النساء. النساء كانوا حمام العروسه، يدير العروسه دوك كانت داير مازال دوك دي فامي كيفون هاد لو ريتويال ومازلنا نديرو حنا. يجيو ريزيرفيو ويجيبوا العروسه ماليها والحلوى والتقديمات كانوا هكذا. يجيو العرايس، يجي الولد صغير تاع الطهاره تاعو يجيبوه لهنا، يجي مع بابا عمومو وكذا كي يكون صغير. Un peu plus bas, Hammam el-Houta, édifié en 1909. Un lieu chargé d'histoire aussi. Tout un cérémonial est pratiqué par les femmes qui se rendent au hammam lors du bain de la mariée. Les mamans prennent soin de préparer dans un mahbes tout le nécessaire de toilette et les produits de soins pour le corps. Les parents payaient le hammam, donc il y avait un rituel. Elle partait avec tout l'huile, avec la sepa, c'est pas elle qui tenait, on lui tenait, le mahbes et le maraq. Donc quand elle rentrait avec des youyou, le haïk, et voilà, tout un cérémonial. Les accessoires du bain mort, le bain mort algérois, يعني on va prendre الجزيريات والمنيانيات والقلعيات والشرشاليات والنمدانيات والبليديات. هادو كاع لي زاكسيسوار تاع الجزيريات، يعني كاع كيف. لي زاكسيسوار du bain mort, vous avez le mahbes, vous avez le maraq, vous avez le مريك, vous avez السابا, vous avez المرجان، المريجل. هنا ساس ديفير ما بين المرجان وما بين المريجل. ومن بعد عندك الدلوه والدليوه. الدلوه جاي من الدلو يعني بالقسنطينيه، وبالجزيريه عندكم لابيلاسيون اسمها المرجان، والمرجان هو جاي من المرجان. المرجان باللغه العربيه هو سي ان شودرون. فوالا هما لي زاكسيسوار دو بامور. ومن بعد عندك الطاسه تاع السره، هذه اللي تجي عند الموتشو. فوالا سي باش الا طاحت له السره. هو من زمان كانت عندها علاقه مع لي دوكار، مع خدايم باب الجزيره. هما اللي كانوا لا طيح لهم السره يجبدوا بها عند الموتشو. فوالا لو موتشو سي الكياس. Lieu
de prédilection pour se détendre et se ressourcer, pour s'offrir un moment de relaxation. Le bain mort est idéal. Et voilà, c'était donc un reportage sur les bains morts et c'est un reportage signé Friel Hamdi. À présent, nous allons parler de musique en compagnie de Bilal Bouchnine. Bonjour Bilal. Bonjour. Bonjour, Allah yasselmek. Alors Bilal, vous êtes chanteur, compositeur, musicien. Pas chanteur, compositeur. Compositeur, musicien. Oui. Très bien. Alors, Bilal, vous êtes accompagné de votre guitare aujourd'hui. Oui. Donc on comprend qu'il y a une longue histoire avec la guitare. Comment vous êtes venu à la musique? L'âge de 13 ans. J'ai commencé la guitare. Après j'ai un ami, Sofiane, il s'appelle Sofiane Savli. Maintenant, il habite en France. Et خدم حطب هكذا ودار السبيب هذاك le fil de pêche. كي كنت يلعب هكذا بيه يقول لي écoute le son. Malheureusement, il a pas joué la guitare, lui. Il aime le son de la guitare, mais il a pas joué. Avant de partir, il m'a dit, Bilal, promets, il faut que tu commences la guitare. Je lui ai dit, promets. Après 2 ans, 3 ans, j'ai vu un concert, l'Ardia, c'est la chaîne nationale. Ils ont fait les meilleurs guitaristes au monde. George Benson, Aldi Meola, Jean-Marc Luflin, Paco de Lucia. Il m'a inspiré Paco de Lucia. J'ai dit, waouh, ce gars, il joue bien, il joue avec les sentiments, même le qa'da تاعو, la force تاعو, كيفاش يحكم la guitare. وهذاك الوقت كنت صغير شوية, donc le nom تاعو ما نعرفوش. Après 2 ans, j'ai parti étudier la musique. ما قريتش بزاف, واحد 1 mois, 2 mois, j'ai un prof. Il parle beaucoup de Paco de Lucia, Paco de Lucia, Paco de Lucia. Je me dis, c'est qui Paco de Lucia? شكون هذا؟ qu'il faut que نروح نشري CD تاعو ونشوف. غير شريت CD تاعو في لاجاكيت تاعو في لا فوتو تاعو كيفاش قاعد قلت سي لوي. عقلته. هو اللي كنت نحوس عليه. Rappelé de ce musicien. 2 ans, 3 ans. Il m'a marqué. Après لحقت للدار درت CD تاعو بديت نسمع قلت واو. C'est pas normal qu'il joue tout seul. Il a 10 guitares. Finalement, c'est lui. Parce qu'avec la technique, la force, il y a plusieurs musiciens. Après, j'ai commencé à télécharger les tablateurs. Télécharger les tablateurs. كنت مازال ما دخلت قريت في الكونسرفاتوار. Donc je connais pas les partitions. Après 1 an, j'ai parti chez Khalifi Msaoud, école privée. Je le salue, c'est un grand monsieur. قريت عنده واحد 4 mois 6 mois هكذاك. لعبت قريب كاع لي بارتيسيون تاعو, قال لي فوق نبعتك لساحة الشهداء. رحت عند كريم بودياف, هو اللي كملت المشوار تاعي معاه. دونك كريم بودياف, je le salue. Il habite maintenant au Canada. Donc salut Karim Bodiaf, c'est un grand monsieur. J'ai pris beaucoup de choses avec lui, beaucoup de choses. Donc بديت نجيب les diplômes تاعي. La première médaille, diplôme, après accessible, après le prix جبته en 2012. Et justement, Bilal, هاد la carrière كامل اللي درتها وكاع l'apprentissage هذا كامل اللي درتو. Il y a eu donc le fruit, vous avez fait votre premier clip. Instrumental, n'est-ce pas? On va le voir, on va inviter les téléspectateurs à le voir et on revient pour le commenter. Bonne écoute. Voilà. Allez, on vous propose le premier. C'est le premier? Oui, c'est le premier, le nouveau clip donc de Bilal Bouchnine. Ce sera une musique instrumentale sur de très belles images. Regardez, on se retrouve juste après.
Des instants qu'on n'aurait pas voulu qu'elle se termine, en tout cas. Hein. Vraiment, bravo Bilal. Composition tout juste envoûtante, tout juste reposante, tout juste apaisante. Vraiment, bravo pour cette composition. Composition qui s'appelle Parcours de la vie. Life course. Et, Parcours de la vie, et c'est très bien titré parce que là, vous nous avez fait d'ailleurs le parcours de l'Algérie. Vous nous avez fait visiter l'Algérie. On a vu plusieurs villes. Vous pourriez peut-être nous en parler de cette aventure? Oui. D'abord, je le salue Fouad Zoubiri, c'est la boîte de production اللي خدمت معاها اللي جايه في بوفاريك. دونك كنت نحوس على واحد الوقت مريح في اليوتيوب نحوس على لي فيديو تاع الدرون. تعجب لي فيديو تاع فؤاد تاعها. كتبت اسمه في الفيسبوك. لقيت النيميرو تاعو عيطت له. قلت له انت ولا راني نسحقك. Parce que le morceau taille, c'est life course, c'est un voyage. C'est un voyage, c'est un parcours. C'est un parcours. Alors, quelles sont les villes que vous avez visitées à travers ce pays? C'est Oran, Mestrannem, Constantine, Timimon, Alger, Bidjaya. Les quatre coins du pays. Etnes, c'est Sidi Marouane, Doumia, c'est un très beau parcours. En face la Grande Bleue. Hein? Oui, en face. C'est tout juste magnifique, un clip vraiment très envoûtant, une musique très apaisante. Bilal, des projets à l'avenir? Oui, j'ai un single, Inch'Allah, c'est Rumba méditerranéenne. J'ai une petite formation de 3 personnes, c'est guitariste, côté de moi, soliste et percussion. Guitariste c'est Anno Abdelkarim, le percussionniste c'est Aït Issa. Et je remercie beaucoup Faiza André Bozar, parce que j'ai commencé le projet avec elle. Faiza est une grande artiste, effectivement. Et en plus, elle aide beaucoup les artistes, soit les peintres, soit les musiciens. Gros chapeau. On va lui souhaiter d'ailleurs beaucoup de succès pour son projet, puisqu'elle a ouvert dernièrement une galerie d'art au niveau de Sidi Faraj. Alors Bilal, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Ça a été un plaisir de vous recevoir. On vous souhaite beaucoup de succès. Vraiment, c'est magnifique ce que vous faites. Mais on ne va pas vous laisser partir comme ça. Nous, on est gourmands quand il s'agit de musique. Hein. Donc on va vous inviter à nous interpréter une musique. On vous laisse donc choisir pour nous, parce qu'on sait que de toute façon... vous faites un très beau travail. Merci beaucoup. Voilà, donc on vous invite à prendre votre guitare, nous jouer quelque chose. Ben voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous souhaite une très agréable journée à tous. On se retrouvera demain, Inch'Allah, à partir de 9h. Agréable journée, au revoir.